Alors maintenant que nous avons identifié les pistes à suivre pour que la santé mentale puisse faire sa mue en quelque sorte et devienne réellement dans les faits une grande cause nationale, il convient à la fois de dessiner des contours des besoins pour la recherche et l'innovation en santé mentale et de réfléchir au modèle économique qu'il conviendrait de pérenniser, voire d'inventer. En clair, il nous faut réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour favoriser la recherche et l'accès à l'innovation, et en particulier au rôle que pourraient jouer les partenaires publics, privés, dans cette perspective. Car il est urgent de disposer d'un cadre financier, scientifique et éthique à même de favoriser cette innovation. Alors, il est tout aussi important de replacer le patient comme clé de l'évaluation pour que celle-ci se déploie et permette d'apporter les réponses tant attendues. Bref, pour appréhender ces modèles et répondre encore une fois à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 autres spécialistes, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous entre spécialistes. Laurent Peyzer, ou Peyzer, je ne sais jamais, vous êtes à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Où êtes-vous, Laurent? Voilà, il est là. Je vous en prie. Et à ce titre, vous maîtrisez parfaitement les mécanismes d'un article qu'on a cité à plusieurs reprises ce matin, qui est l'article 51. Vous allez bien nous en parler. Virginie Lasserre. Virginie, où êtes-vous? Vous êtes là, Virginie. Bienvenue. Alors Virginie, vous êtes présidente du comité santé mentale du LEM. Alors le comité santé mentale du LEM, c'est quelque part une action bénévole. Sinon, vous travaillez chez J&J, Johnson & Johnson. Je vous en prie, Virginie, venez nous rejoindre. Enfin, Franck Mouton, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là-bas. Franck, vous êtes directeur général de l'Agence de programmation en santé. C'est le cas de le dire, tout un programme, et je pense que vous allez pouvoir nous en dire assez longuement. Virginie, je vous en prie, asseyez-vous, parce que je vais commencer par vous, si vous me permettez. Je viens de parler du comité santé mentale du LEM. Alors, ça veut dire beaucoup de choses et rien à la fois pour la plupart des gens qui sont ici. Donc, quel groupe, quel laboratoire pharmaceutique aujourd'hui sont impliqués dans le comité santé mentale du LEM, le LEM qui fédère quelques 360 industriels de médicaments, si je ne m'abuse? Oui, parlez bien dans le micro, collez contre le menton. Ah, mais en revanche, le micro ne fonctionne pas. C'est bon, je crois. J'ai trouvé. Je pense que c'est bon. J'ai trouvé. Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous, et un grand merci pour votre invitation à participer à cette belle journée qui réunit à nouveau de nombreuses personnes. Donc, c'est bien, ça mobilise définitivement. Et en tout cas, je suis ravie effectivement de prendre la parole au nom du LEM. Alors, le comité santé mentale du LEM, il a vu le jour en fin 2021, suite à la crise Covid, en fait, où on a vraiment souhaité, en tant qu'industriel de la santé et du médicament, se mobiliser pour aujourd'hui, pour aussi être partie prenante en fait aujourd'hui et travailler à une amélioration en fait aujourd'hui de la prise en charge de façon plutôt thérapeutique ou technologique en fait des patients. Donc c'est un comité qui réunit une quinzaine de laboratoires de toute taille, de tout horizon, je dirais en fait aujourd'hui, qui ont soit 100% de leur portefeuille qui sont dédiés à la psychiatrie ou à la neuroscience, soit pour partie, mais en tout cas avec lequel on partage effectivement cette même conviction de pouvoir contribuer en fait à cette amélioration. C'est un comité qui est ouvert et dynamique. On a démarré avec les équipes de France Biotech. Franck était à ma gauche ici, était partie prenante dès le départ de cette aventure comme d'autres. Parce que Franck avait une vie avant de prendre l'agence. Oui, et puis il aura une vie, j'espère, après aussi, Franck, mais c'est un autre sujet. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment voilà, de pouvoir réunir, fédérer et être dynamique par rapport à l'ensemble des acteurs, biotech, start-up et autres. Alors, puisque vous fédérez et que vous êtes dynamique, vous travaillez sur quel axe au sein de ce comité ? Alors, comme je vous le disais, on a vraiment identifié dans un premier temps les points qui étaient légitimes en fait en tant qu'industriel du médicament et thérapeutique. Et donc, très naturellement, on s'est dit qu'on pouvait travailler sur 3 axes majeurs: la recherche, et notamment la recherche clinique, l'accès à l'innovation notamment, avec un versant évaluation et financement dont on reparlera, je l'espère bien. Et puis également les parcours, parce que dès le départ, on a intégré aussi la notion du numérique. C'était l'objet de la table ronde précédente, mais on a également souhaité, en fait, puisqu'on partage cette conviction de potentiel en fait, du numérique en santé mentale, et les industriels sont également très mobilisés sur ce sujet. Donc on s'est réunis, on a construit, grâce à la puissance du LEM, on a pu vraiment travailler, documenter et obtenir en fait des documents chiffrés, parce que c'est important en fait de partir d'un constat, certes qui était partagé avec beaucoup d'acteurs, mais avec des chiffres clés en fait pour convaincre, bien évidemment. Et on a lancé en fait en fin 2023 une plateforme
une plateforme en fait avec 12 propositions. La première étant une proposition cadre qui était de faire de la santé mentale une grande cause nationale. Donc bien évidemment, on salue la dynamique de cette année. Et on a travaillé main dans la main avec un certain nombre de parties prenantes, dont certaines je retrouve dans la salle et que je salue et que je remercie à nouveau pour leur contribution. Franck, depuis ce matin, on aborde un certain nombre de sujets, et en particulier la thématique des enjeux en santé mentale. Pour vous, qui avez donc changé de vie, on va le rappeler, hein, mais qui êtes aujourd'hui sur l'agence de programmation en santé mentale, quels sont les enjeux primordiaux qu'il faudrait travailler en santé mentale pour faire avancer la cause ? C'est difficile de se positionner après tout ce qui a été dit dans la journée. Peut-être en tout cas d'un point de vue sanitaire, je pense qu'on l'a mentionné, la première chose c'est de réduire ce fardeau médico-économique que représentent ces maladies. Donc ça effectivement ça fait partie des priorités. Vous l'avez identifié aussi sur la détection précoce de ces pathologies et de pouvoir intervenir le plus tôt possible. Vous avez mentionné qu'on n'avait pas assez parlé aussi des enjeux d'investissement en thérapeutique. Là aussi, il y a énormément d'enjeux. On pourra sans doute y revenir sur le caractère entre guillemets défaillant de ce domaine en matière d'innovation. Sur le plan social aussi, je pense qu'il y a, vous l'avez mentionné, sur la déstigmatisation, l'inclusion aussi dans le milieu professionnel, l'inclusion dans le milieu social, qui aujourd'hui aussi mérite d'être largement soutenue. Je pense aussi à tout l'enjeu économique qui est de deux dimensions, l'enjeu lié aux pathologies avec les coûts directs et indirects qui sont extrêmement importants. Je pense que c'est pas la peine d'insister. Le rapport charge-produit le montre chaque année, effectivement l'augmentation des dépenses de santé, de la consommation de soins dans le domaine de ces pathologies. Et puis le coût aussi, enfin la capacité à créer de la valeur sur le territoire avec les innovations, qu'elles soient numériques, que ce soit des dispositifs médicaux ou que ce soit thérapeutiques. Et ça c'est très important aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même un double gain à aller soutenir l'innovation dans ce domaine-là, évidemment d'aller réduire le fardeau que représentent ces maladies et d'autre part de créer de la richesse sur notre territoire. Donc là, vous venez de brasser un certain nombre d'axes, mais quel mécanisme d'action devrait aujourd'hui, demain, porter l'innovation en santé mentale, dès lors ? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste et il y en a beaucoup plus dans la salle, donc je ne sais pas si je vais m'aventurer là-dessus, mais je dirais que de façon un peu large, les causes d'abord. Je pense qu'on a besoin de travailler sur l'étiologie de ces maladies et de bien comprendre l'origine de ces maladies. Les facteurs, on a parlé des déterminants dans une des tables rondes, je pense que ça c'est clé, c'est-à-dire les déterminants individuels, génétiques, les déterminants de traumatisme dans la vie, les déterminants sociaux, les déterminants environnementaux sur lesquels en fait on a encore beaucoup de questions sur lesquelles on doit se pencher. Je dirais aussi la prise en charge. On voit bien qu'on a des très fortes inégalités sur les territoires dans la capacité à prendre en charge. Les enjeux d'intégrer aussi pour moi les différentes dimensions, ces pathologies, on l'a évoqué, sont beaucoup associées à un certain nombre de comorbidités. Et je trouve qu'on a encore beaucoup de silos entre les disciplines, que ce soit la psychiatrie, l'oncologie, etc. Et ça, je trouve qu'on a besoin d'avoir une approche intégrée. Et l'approche intégrée, elle n'est pas que médicale, elle est aussi dans le monde professionnel. On l'a mentionné aussi ce matin sur le monde de l'éducation nationale. Je pense qu'il y a un énorme enjeu à faire travailler les collectivités locales sur des politiques publiques à la fois en prévention et en prise en charge de ces pathologies. Laurent Fayza, je l'ai dit, vous représentez l'ARS, l'Agence régionale de santé, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, n'oublions pas l'Auvergne. Qui dit ARS dit PRS, pour rester aux acronymes. PRS voulant dire Plan régional de santé. Quelle place occupe la santé mentale dans le PRS-AURA, pour rester aux acronymes, dans le Plan régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?
D'abord, merci beaucoup pour votre invitation de l'agence. Bien évidemment, le PRS aborde le thème de la santé mentale, mais on a voulu aller au-delà et surtout le rendre plus opérationnel. Et actuellement, on a bâti et c'est soumis à concertation une feuille de route régionale en matière de psychiatrie et santé mentale. Donc, un certain nombre de consultations sont en cours d'être faites. Et c'est donc à travers cette feuille de route de santé mentale régionale que l'on va développer nos actions. Alors cette feuille de route en santé mentale, elle contient 31 actions, je ne vais pas les développer une à une, mais elles sont regroupées autour de 4 axes et finalement c'est ces 4 axes qui vont guider nos orientations en matière de santé mentale et de psychiatrie en région. Le premier axe, c'est l'axe contre la stigmatisation et la prévention du suicide. C'est toutes les politiques de prévention qui peuvent être menées en santé mentale. Il y en a un certain nombre qui sont menées en région. Le deuxième axe, c'est un axe qui concerne l'offre de santé, l'offre de soins en psychiatrie, mais aussi la nécessité de promouvoir les dynamiques et les coopérations entre les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale, et puis d'autres acteurs aussi. Le troisième axe, c'est l'inclusion des personnes concernées. Je crois que ça a été aussi évoqué ce matin, en soutenant toutes les pratiques orientées vers le rétablissement. On peut penser notamment à la pérédance, et on est une région qui est très dynamique sur ce sujet, puisqu'on a deux beaux thèmes qui sont mis. C'est le BREF, qui est une pépite du FIOP, et puis on a dans le FIOP, même si c'est pas une pépite, une autre disposition qui a été pérennisée par le ministère, c'est ESPER, et ces deux dispositifs, il y en a d'autres qui existent aussi, en tout cas concernent la pérédance. Et puis le dernier point, et c'est un axe qu'on a voulu tout à fait particulier, c'est de faire un axe sur la santé mentale des jeunes, et donc de rebalayer un peu l'ensemble du parcours, mais à travers effectivement la santé mentale des jeunes, dont on sait qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui. Vous l'avez également évoqué ce matin longuement dans les tables rondes. Et donc c'est notre quatrième axe. Voilà. Donc la politique de l'agence, elle va se décliner avec les acteurs. C'est l'objet de la large concertation qui est menée actuellement pour les années à venir. Alors, on sait que depuis la loi HPST de 2009, l'ARS a compétence à gérer les problématiques de santé sur un plan régional, avec des grandes régions en plus maintenant. Ça n'empêche que nous sommes ici à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes. On a vu au moment de la crise de la Covid que le président Wauquiez s'était beaucoup investi sur la prise en charge de nos concitoyens rhône-alpins. Comment s'articulent en fait les actions de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes avec les actions de la région Aura pour porter des projets innovants en santé, mais en particulier en santé mentale? Alors bien évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes est un partenaire important pour l'Agence régionale de santé. Alors je ne peux pas vous répondre sur l'ensemble des politiques de l'agence, cela dépasserait mon rôle, mais en matière d'innovation en santé, nous sommes bien évidemment en lien avec la région, et notamment pour les articles 51, où pour un certain nombre d'articles 51, nous avons cofinancé avec la région leur mise en œuvre. Alors ils ne sont pas dans la santé mentale, et j'en suis désolé, mais ils illustrent quand même la collaboration que l'on a avec la région. Le premier, je vous en citais deux. On va revenir sur l'article 51 un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on vient de mettre en place aussi sous l'impulsion de la DNS, mais donc piloté par l'Agence régionale de santé, un groupe de travail régional sur l'innovation numérique en santé qui regroupe l'ensemble des acteurs, que ce soit les services de l'État, les établissements, mais aussi les partenaires et bien sûr la région autour du numérique en santé. Alors ça ne concerne pas que la santé mentale, bien sûr, mais ça concerne également la santé mentale. Qui dit ARS, dit également URPS, pour rester dans les acronymes, Union régionale des professionnels de santé. On avait des représentants de différentes URPS ce matin. Quels seraient les rôles des libéraux de santé, puisque qui dit URPS dit libéraux de santé, quels seraient les rôles des libéraux de santé en santé mentale, et en tout cas, comment le voyez-vous, vous, en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, le rôle des URPS, pour nous, il va au-delà de la santé mentale, et c'est à ce niveau-là qu'il faut le recaler. Dans les innovations qu'on essaye de mettre, en fait, on est quand même très lié sur l'innovation organisationnelle. L'agence, elle est là pour organiser les soins et les financer. Et donc, c'est plutôt dans cette trace-là que l'on se met. Et bien évidemment, dès qu'on parle parcours ville-hôpital,
dès qu'on parle de la ville, il y a un acteur indispensables qui sont les URPS, c'est les partenaires indispensables qu'il faut mobiliser, avec qui il faut travailler, et ça se passe très bien. J'ai vu que Madame Durupt était intervenue ce matin. On a fait je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais on a fait un travail sur un article 51 qui n'aurait pas été possible sans l'intervention et l'appui déterminant avec les autres de l'URPS pharmacien. Franck Mouton, en préparant cette table ronde, vous avez souligné, vous avez tenu à souligner en fait que, en matière d'innovation, la santé mentale accusait un certain retard par rapport à d'autres domaines thérapeutiques. De mémoire, vous avez cité l'oncologie, mais souvent c'est l'oncologie qui est à la pointe de l'innovation. Comment est-ce qu'on pourrait contribuer à ce que ce retard soit comblé finalement ? D'abord, on a assisté il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années à une révolution dans le domaine de l'oncologie avec la capacité notamment des immunothérapies et on n'a pas fait cette révolution-là dans le domaine de la santé mentale, pas encore. Les travaux de recherche qui sont actuellement en cours, notamment à travers le programme PROPSI, cherchent justement à pouvoir identifier de façon beaucoup plus précise, parce qu'aujourd'hui le cadre nosologique, c'est-à-dire la description des maladies, est considéré comme obsolète, c'est-à-dire que on assiste en fait à une diversité de pathologies qui n'arrivent pas à être rangées comme il faut au sein de cette classification. Et donc, pour pouvoir intervenir aujourd'hui et démontrer la valeur de l'intervention, et j'y reviendrai, on a besoin de comprendre exactement les mécanismes de chacune de ces pathologies qui sont des fois très précises chez certains patients. Donc le travail que porte par exemple le programme PROPSI, c'est ça, à travers une grande cohorte avec différentes pathologies, des patients qui sont atteints de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie, de troubles du spectre autistique, d'identifier des déterminants communs, d'identifier dans les trajectoires longitudinales des déterminants qui permettront peut-être d'intervenir de façon beaucoup plus précise et surtout de décrire les pathologies de façon beaucoup plus spécifique, qui associerait à la fois la clinique, la biologie, sans doute un certain nombre de marqueurs. On a parlé des marqueurs digitaux ce matin. Donc tout ça réuni va permettre de mieux stratifier les patients, puisque c'est le terme qu'on emploie dans ces cas-là. Et une fois qu'on s'est dit ça, de pouvoir intervenir. Parce qu'aujourd'hui, Virginie le sait mieux que personne ici, toutes les franchises des produits dans le domaine de la psychiatrie, la grande majorité des franchises dans le domaine de la psychiatrie sont génériquées, donc à une valeur économique qui est extrêmement modeste. Et si vous n'arrivez pas à avoir des populations sur lesquelles vous pouvez démontrer de la valeur de façon efficiente, c'est-à-dire de démontrer que vous avez une supériorité par rapport à ce qui existe, et quand ce qui existe a une valeur économique extrêmement faible, vous voyez que ça n'incite pas les industriels et les investisseurs à venir investir sur ce sujet, parce que la barrière pour pouvoir démontrer une valeur économique suffisante et par conséquent une soutenabilité des investissements réalisés est compliquée. Donc il y a tout ce travail. Pour être bien clair, le prix d'un générique versus un Princeps, c'est environ 65% en dessous, c'est bien ça aujourd'hui, Virginie ? Ça peut être même un facteur 20, une division par 20, voire par 100. Donc non, on est vraiment sur... Et donc, tant qu'on n'aura pas cette capacité, alors on commence à l'avoir, on commence à avoir dans un certain nombre de schémas la capacité à démontrer de la valeur, mais ça reste modeste par rapport à d'autres disciplines comme par exemple l'oncologie. Donc il y a tout ce travail à mener, et c'est pour ça que ce matin j'entendais effectivement qu'il y avait beaucoup d'annonces marketing autour de la santé mentale, etc. Je pense que c'est extrêmement important d'en parler, au contraire. Je pense que c'est extrêmement important de sensibiliser l'ensemble de l'opinion publique. Sachez que les investisseurs qui investissent dans le domaine de l'innovation en santé mobilisent votre épargne, et donc ça serait bien que votre épargne puisse servir aussi à investir dans le domaine de la santé mentale. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. C'est pas marketing du tout ça, mais en revanche, c'est très important parce qu'il y a très peu d'investisseurs en France et en Europe qui investissent dans le domaine de la santé mentale. Ils ont beaucoup de mal. Moi, avant cette ville, comme tu dis, j'ai dirigé une entreprise dans le domaine des neurosciences, de biotechnologie. Aucun investisseur n'a accepté que j'ai un programme dans la santé mentale parce qu'il considérait que c'était la face nord de l'Everest dans un domaine qui était déjà un cimetière de développement. Et donc très très compliqué de les convaincre. C'est pour ça que je pense qu'il faut en parler, il faut former les investisseurs à comprendre où on en est réellement,
On a aussi, et ça fait partie des enjeux de l'agence de programme, la transférabilité de la connaissance scientifique vers les politiques publiques et vers le grand public, parce que cette littératie autour de la connaissance scientifique, elle est très importante, parce que je pense que beaucoup d'investisseurs restent avec des a priori historiques du domaine, et qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de leviers pour pouvoir faire des choses, et qu'il faut les ramener sur ce sujet, et les inciter à comprendre où on en est, réellement. C'est-à-dire qu'évidemment, on a des fronts de sciences, donc il y a des domaines sur lesquels on va devoir investir pour comprendre, mais il y a quand même déjà sur ces fronts de sciences des connaissances qui sont robustes, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille. Et donc ça veut dire le fameux modèle d'affaires de ces innovations, de pouvoir en démontrer la valeur, qu'elles soient prises en charge à la bonne hauteur, mais ça je pense que tu y reviendras. Virginie Franck vient d'insister longuement sur la problématique du retour sur investissement et de la valeur des médicaments de demain. Au-delà de ça, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'au sein du Conseil santé mentale du LEM, vous travaillez sur la problématique des essais cliniques. Et on n'a de cesse de répéter que la France aujourd'hui perd des places dans le classement mondial voire européen, n'est plus attractive en termes d'essais cliniques. Donc comment, d'abord l'expliquez-vous que la France perd dans l'attractivité, comment expliquez-vous que la France soit désormais en retard dans le domaine des essais cliniques, et en particulier en santé mentale? Effectivement, la France, depuis quelques années maintenant, stagne au niveau de toute aire thérapeutique confondue, à la 3e place en termes d'essais cliniques au niveau européen. Derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne? Derrière l'Allemagne et l'Espagne. C'est l'Espagne. L'Espagne a vraiment devancé, et encore plus là sur ces dernières années, et a mis en place et a fait le choix en fait aujourd'hui d'investir massivement pour simplifier tous les processus administratifs et accompagner effectivement l'ensemble des processus pour aller plus vite. Donc ça, c'est comme en foot, ils sont meilleurs que les Français, quoi. Oui, clairement, ils sont meilleurs que les Français. Alors on les a benchmarkés, on les regarde, le LEM regarde ça avec beaucoup d'attention et du coup a fait un certain nombre de recommandations pour que ça serve effectivement l'ensemble des aires thérapeutiques. Mais si on reprend le parallélisme avec l'oncologie, parce que finalement c'est un peu celui-là qu'on garde aujourd'hui, la France a maintenu quand même une 2e position en termes d'essais cliniques en oncologie, alors qu'en psychiatrie, on est en 6e position. Donc bien évidemment, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable en premier lieu pour les patients. Pourquoi? Les essais cliniques, c'est la première porte d'accès à l'innovation thérapeutique. Donc c'est essentiel en fait aujourd'hui qu'on arrive à bien évidemment cranter, à la fois pour maintenir cette attractivité qu'on a pour la recherche, les essais cliniques et pour l'accès effectivement à l'innovation, et faire en sorte bien évidemment que ça puisse bénéficier à l'ensemble des patients qui sont sur le territoire. C'est-à-dire que là aussi, il y a un travail en fait d'équité territoriale qui est important à travailler. Alors pourquoi? Franck l'a expliqué très bien juste avant. Vous le savez, la psychiatrie, c'est un parent pauvre en termes d'investissement, de recherche publique depuis de nombreuses années. Donc ça joue bien évidemment. Et 2, la psychiatrie, c'est effectivement un domaine qui est un manque d'attractivité pour les investisseurs privés, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, au début du comité, France Biotech nous a partagé effectivement des chiffres très clair sur le nombre d'investissements qui étaient faits par les biotech en psychiatrie par rapport à d'autres domaines thérapeutiques. Donc ça reste majeur. Et derrière, pourquoi? Clairement, on a besoin aujourd'hui de travailler main dans la main avec les pouvoirs publics pour faire en sorte de trouver un modèle d'affaires qui soit vertueux pour les investisseurs privés aujourd'hui. On en parlait avec Nathalie, qui est juste devant moi, qui est directrice innovation du LEM ce matin quand on venait dans le train. Je ne sais pas si vous lisez la presse, mais certainement, comme nous tous en fait aujourd'hui, tous les jours, on voit dans la presse des programmes de phase 3 qui sont stoppés dans beaucoup d'aires thérapeutiques, mais notamment en neurosciences et en psychiatrie. Donc c'est vraiment, derrière, c'est des investissements qui sont colossaux en fait, qui sont faits par Vous voulez dire, c'est que le système des SMR, services médical rendu, ASMR, amélioration du service médical rendu, qui sont aujourd'hui entre les mains de la HAS, ne correspondent pas aux besoins et à la réalité du terrain? Aujourd'hui, en tout cas, ils ne permettent pas de valoriser l'innovation, de valoriser même l'innovation incrémentale. Donc ça, c'est effectivement un sujet sur lequel on s'est emparé. Alors, on salue bien sûr que la Haute Autorité de Santé, dans son programme stratégique, a intégré cette année effectivement la psychiatrie et la santé mentale. Donc on espère qu'il y aura une réflexion avec un certain nombre d'acteurs multidisciplinaire, si je peux dire, autour de la table. Mais aujourd'hui, effectivement, ce qu'on voit, c'est que sur les depuis 2005,
les 20 indications en fait aujourd'hui, quelle que soit l'entité, le produit ou les extensions d'indications qu'il y a pu avoir, seulement 2 tiers sont disponibles en forme, 1 tiers ne sont pas disponibles en fait sur le territoire français. Donc c'est un sujet bien évidemment en fait aujourd'hui, c'est un sujet parce qu'on le voit bien, vous parliez de tableaux hétérogènes d'un point de vue clinique en fait aujourd'hui, et on a besoin, et les médecins le disent, ils ont besoin d'avoir un panel qui soit le plus large possible en termes de mécanismes d'action, d'effets, de posologie et de galénique en fait aujourd'hui pour les patients. Ça, c'est la problématique de l'accès au marché ou l'access market en langage pharmaceutique. Mais néanmoins, pendant très longtemps, on nous a dit qu'en France, on avait une recherche fondamentale qui était hors pair, qu'on avait des infrastructures qui étaient hors pair. Je crois même qu'en santé mentale, il y a la notion de centre de référence de qualité qui existe. Ça veut nous dire qu'aujourd'hui, nos atouts historiques ne sont plus suffisants pour attirer de nouvelles molécules et des produits innovants en santé mentale. Oui, alors, c'est ça que vous nous dites. Hein. Oui, alors c'est une notion d'accès. Donc on est dans une notion d'évaluation et de financement. Bien sûr, l'expertise médicale, l'expertise scientifique, en fait, aujourd'hui, elle est reconnue au niveau international. On peut saluer, bien évidemment, je vois qu'il y a France 2030, toute cette initiative qu'il y a eu. Saluons le programme d'accès précoce, en fait, aujourd'hui, qui permet vraiment... mais en psychiatrie, y en a-t-il des accès précoces en fait aujourd'hui? Ça, c'est pas certain du tout. Donc ça, c'est important. Bien évidemment, on salue l'investissement qui est fait via ProPsy. On salue également le biocluster Brain and Mind. Toutes ces interfaces, elles sont nécessaires. Elles créent ce dynamisme et elles doivent stimuler encore plus effectivement cette création d'innovation. Maintenant, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que cette innovation, il faut la rendre accessible et la rendre accessible pour tous et pour tout le territoire en fait. Mais il y avait un truc en France qu'on appelle le CEPS, le Comité d'évaluation des produits de santé. Ils sont pas bons là-dessus alors toujours, en fait. Non mais je sais bien. Non, mais bien sûr, c'est extrêmement important. Alors peut-être deux points d'attention parce qu'il faut rester positif et ce qu'on veut, nous, c'est vraiment de rester force de proposition en fait aujourd'hui dans nos actions. Par rapport à la recherche clinique, on fait très régulièrement de ce qu'on appelle des benchmarks et en Allemagne, ils ont quand même mis en fait un système qui est intéressant à évaluer pour la France, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une incentive, donc la possibilité en fait de faciliter justement les négociations au niveau du prix à partir du moment où au moins 5% des patients inclus dans un essai clinique pivot sont allemands. Donc on voit bien que là, cette bataille, je dirais, aux essais cliniques, elle est importante en fait pour l'ensemble des pays aujourd'hui. Mais en tout cas, ça rend l'Allemagne plus attractive en fait aujourd'hui. Donc ça fait partie des discussions qu'on a avec les pouvoirs publics. Juste une petite réflexion, si vous me permettez, oui. Virginie, parce que l'Allemagne, oui, mais l'Allemagne, c'est un pays de Länder. Et jusqu'à preuve du contraire, les ARS en France, ce ne sont que le bras armé du ministère de la Santé. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait qu'on sorte du jacobinisme hexagonal ? Alors moi, je n'irai pas sur ce sujet-là. Je vous laisse vos propos. Moi, je n'irai pas. Je ne me permettrai pas. En tout cas, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a une réflexion qui doit être menée, effectivement, pour rendre nos pays attractifs. Et rendre nos pays attractifs, et on le voit bien, le nerf de la guerre, c'est bien évidemment la valorisation des innovations. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à évaluer et à travailler, au-delà de tout le travail de simplification aujourd'hui qui est mené pour faciliter tout le processus administratif autour des essais cliniques et être plus rapide en fait aujourd'hui dans l'intégration. Donc ça, c'est un point qui est important. En termes d'évaluation, on le sait, l'évaluation elle est portée par la Haute Autorité de Santé. On a une doctrine qui est publiée, qui est basée en fait aujourd'hui sur une rigueur méthodologique autour d'essais cliniques randomisés en double aveugle. Tout le monde a suivi ça. Aujourd'hui, notre point d'attention, c'est de se dire, au regard de la spécificité de la psychiatrie aujourd'hui, on l'a parlé, des tableaux hétérogènes en fait aujourd'hui est complexe d'un point de vue clinique. Le fait effectivement qu'on ait des comparateurs qui soient anciens, probablement plus cliniquement pertinents en fait aujourd'hui, peut-être même plus commercialisés sur le territoire en fait, et qui ne permettent pas d'avoir une juste démonstration de la valeur ajoutée en fait aujourd'hui que peuvent proposer ces nouvelles thérapies. Donc ça, c'est un sujet bien évidemment. Et puis il y a la perspective patient. La perspective patient aujourd'hui, elle est essentielle dans l'évaluation effectivement du bénéfice en fait de ces nouvelles solutions. Donc tout ça, nous, notre recommandation, c'est effectivement qu'il y ait une adaptation spécifiquement pour la psychiatrie en fait aujourd'hui et qui permettrait d'intégrer. Alors ça nécessite quoi? Ça nécessite d'anticiper, de définir peut-être un cadre de façon plus précoce avec la Haute Autorité de Santé sur quelles seraient les données qui seraient éligibles en fait et qui seraient reconnues par la Haute Autorité de Santé pour permettre justement cette évaluation. Qu'on parle en fait de retour patient ou qu'on parle spécifiquement en fait d'échelle de qualité de vie. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'autre point d'attention qu'on a aujourd'hui par rapport aussi à
ces comités d'évaluation, c'est de s'assurer qu'on a une expertise continue et permanente en fait au sein de ces comités. On s'aperçoit que parfois il y a des évaluations qui ne sont pas faites par des experts cliniciens, psychiatres, et c'est peut-être aussi des points sur lesquels il faut être vigilant. Alors, on va sortir un peu des essais cliniques, pardonnez-moi Virginie, mais je sais que c'est important. Mais il s'avère que votre voisin, encore une fois, qui représente l'ARS, et à qui j'ai coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure, est aujourd'hui l'un des spécialistes de l'article 51, on va dire ça comme ça. Article 51, que je le rappelle, c'était cet article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018, mais qui permet, si je ne m'abuse, en fait, de financer des innovations. Hein. Expliquez-nous un peu le dispositif de l'article 51. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, donc on travaille en lien avec le ministère et la CNAM, parce que c'est un sujet qui est co-porté par le ministère de la Santé et la CNAM, et il faut le souligner, parce que c'est ça l'originalité et la force du dispositif. Comme vous l'avez justement indiqué, l'article 51, c'est un drôle de nom, mais c'est le nom de l'article 51 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2018, et ce terme est important parce qu'on est dans une loi de financement de sécurité sociale et on n'est pas dans une loi de santé publique. Donc on voit bien que l'objectif, c'est un objectif de modifier les aspects de financement. Alors qu'est-ce que voulait faire le législateur ? Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais peut-être donner un cadre général qui vous donnera à la fois les leviers que sont vraiment l'article 51 et puis évidemment les limites qui vont avec. En 2018, le législateur souhaitait tester de nouveaux modes d'organisation et de financement. Et l'idée, c'était en fait de décloisonner. D'une part, de décloisonner les organisations, et on a parlé parcours. Alors aujourd'hui, on est en 2025, mais on était 7 ans avant, en 2018. On parlait de parcours, de créer des parcours, notamment le ville-hôpital, de décloisonner le financement. Vous savez comme moi que les financements aujourd'hui sont extrêmement codifiés dans le code de la sécurité sociale, qu'il y a un financement pour la ville, qu'il y a un financement pour l'hôpital, qu'il y a un financement pour le médico-social. Et donc si on voulait décloisonner les organisations, il fallait aussi décloisonner les financements. Le troisième point, et c'était, je crois aussi, un peu une révolution culturelle, si vous me permettez cette expression, à l'époque, c'est que c'était promouvoir l'initiative des acteurs du terrain. Hein, voilà. Et ça aussi, c'était une vraie nouveauté. On a plutôt tendance en France à avoir une idée, la travailler et après la proposer. Et là, en fait, c'était de dire, on va laisser les acteurs du terrain proposer leurs idées et les prendre en compte. Alors justement, Laurent, les acteurs du terrain, vous ont proposé combien de projets au titre de l'article 51 combien ont été retenus en tout cas? Alors, je sais que vous y venez, mais... Oui, je vais y venir. Je voulais juste vous dire que tout ce cadre est aussi un cadre extrêmement exigeant. Et voilà, mais après je vous donnerai tous les chiffres. Il est extrêmement exigeant et c'est là où on trouve à la fois son levier et sa limite. D'abord, il faut que l'expérimentation soit innovante. Alors, l'innovation, évidemment, c'est une innovation incrémentale. On ne prend aucun risque avec la prise en charge des patients. Hein. Quand on rentre dans un article 51, c'est que pour du mieux. Voilà. Donc, c'est jamais une innovation de rupture. Et à ce titre, on est en bout de chaîne de toutes les autres innovations, qu'elles soient numériques, pharmaceutiques lorsqu'elles existent, même si, et en tout cas tout ce qui est clinique. Hein. On est en bout de chaîne. Le deuxième élément, c'est un point extrêmement important, il faut que ce soit dérogatoire au financement actuel, c'est-à-dire en quoi les financements qui sont aujourd'hui donnés dans le système de santé pour réaliser ne permettent pas de mettre en place l'organisation. Et donc on déroge au financement. Troisième exigence, il faut que ce soit efficient. Et donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de la qualité et une baisse des coûts. Et c'est tout l'enjeu de l'évaluation qui a une vraie force et un vrai pilier de l'article 51. On évalue. Et le dernier point, c'est la reproductibilité. Et c'est le point majeur, c'est ce qui distingue l'article 51 de l'ensemble des autres dispositifs, c'est qu'une expérimentation qui arrive à terme et qui passe dans le droit commun, elle est dans le droit commun pour l'ensemble du territoire. Ce qui veut dire que dès l'origine, on regarde s'il y a une possibilité que cette expérimentation soit reproductible. Et donc c'est pour cela que moins de 10% des projets présentés au niveau national, il y en a eu plus de 1200 hein, quand même, donc il y a beaucoup de projets, 1200 projets, il y en a eu 159 autorisés, donc voilà, on est en dessous des 10%. Combien en Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, on en a... Alors,
il y a les projets régionaux et les projets interrégionaux. Aujourd'hui, on a 28 projets, tout compris, interrégionaux, et on a 7 projets purement régionaux. Et en santé mentale? En santé mentale, il y en a un, c'est Passeport bipolaire, qui est en train de se terminer. Et Digimentalis aussi, non? Digimentalis, c'est pas le... Non, c'est pas l'article 51. Non. Et alors, en quoi ces projets financés par l'article 51 ont-ils contribué à améliorer, c'est un autre point, un autre hiatus, les collaborations entre ville et hôpital dont on a parlé ce matin? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'article 51 vise à décloisonner, et lorsqu'on parle du parcours ville-hôpital, on parle de l'URPS que je citais. Et effectivement, pour nous, c'est un acteur très important. On fait deux choses. Lorsqu'un acteur vient nous demander proposer un projet, on lui demande d'aller le présenter à l'URPS. Mais c'est son projet, donc c'est lui qui le présente. Et puis pour un autre projet qu'on avait qui s'appelle Oncolink, qui est un projet national, qui est donc de l'observance thérapeutique à domicile en lien avec le pharmacien. Lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet, on a regardé quel était le nombre de pharmacies qui étaient potentiellement impliquées en région Auvergne-Rhône-Alpes grâce aux bases de données de l'assurance maladie, et ça faisait 2300. Comment toucher 2300 pharmacies? L'acteur parfait pour cela, c'est l'URPS. Et il a été en rendez-vous, merci encore Madame Durup. Et on a fait une très belle expérimentation. L'enjeu qu'on avait, c'était que lorsque un patient qui sort de l'hôpital avec sa prescription, quand il arrive chez le pharmacien avec sa prescription donc de chimiothérapie orale, le pharmacien se dit « Ah, ce truc, ça me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler ». Voilà, c'est ça. Et ça a marché. Donc on voit bien qu'il y a un lien tout à fait fondamental. Merci. Alors, pareil, on va arriver au terme de cette table ronde. Des questions, c'est le moment ou jamais. Il nous reste 10 petites minutes. Monsieur, allez-y, prenez le micro, présentez-vous, on vous écoute. Oui, Julien, j'accompagne des gens qui ont des troubles psychiques dans leur insertion professionnelle au Clubhouse. Et j'ai des membres qui courent après leurs médicaments. Et j'ai deux questions. Est-ce qu'une innovation ne serait pas déjà de sécuriser l'approvisionnement en médicaments des gens qui fréquentent le Clubhouse, par exemple? Et en tant que néophyte, vraiment, je ne suis pas issu du monde médical. Je ne comprends pas, vu le nombre de malades souffrant de troubles psychiques, comment ça ne peut pas intéresser financièrement des laboratoires, voilà, par rapport à d'autres maladies où les malades sont, je crois, moins nombreux. Bon, mon petit peu me dit, Virginie, que c'est pour vous ces deux questions-là. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec vous. C'est notre engagement aujourd'hui de pouvoir s'assurer de l'approvisionnement de nos produits sur le territoire. Donc ça, c'est un sujet. Maintenant, on pourrait prendre des heures, si vous voulez, juste après, pour discuter des raisons, en fait, aujourd'hui, qui impactent de nombreux produits, pas que en psychiatrie, mais sur plein de domaines thérapeutiques, et qui bouleversent, en fait, totalement les conditions d'approvisionnement au niveau mondial. C'est des facteurs qui sont multiples, en fait, aujourd'hui, et qui dépendent à la fois de la demande au niveau mondial, de la possibilité, effectivement, de pouvoir produire, d'approvisionner et de pouvoir, du coup, aller jusqu'au lit du patient. Mais on est bien d'accord, et pour le coup, là aussi, le LEM est extrêmement mobilisé sur cette thématique, et depuis plus de 2 ans maintenant, a proposé, en fait, un certain nombre d'outils et d'actions pour faire en sorte, en fait, qu'il y ait de moins en moins de tensions ni de ruptures, en fait, aujourd'hui sur le territoire français. En tout cas, c'était juste pour dire que sachez que c'est vraiment un sujet qui compte également pour nous et qu'on a collectivement à cœur de faire en sorte que ce soit résolu le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est la première question. Le deuxième, c'est effectivement le prix. Alors, ça, c'est très bien qu'on puisse effectivement en reparler. En fait, dans le système français aujourd'hui, ce que je disais, c'est que l'évaluation, elle est portée par l'assurance, par la Haute Autorité de Santé. Elle définit ce qu'on appelle un service médical rendu, qui dépend effectivement du besoin, en fait, aujourd'hui plus spécifiquement. Je vais être assez généraliste, en fait, sur cet aspect-là. Et ce qu'on appelait l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire la valeur ajoutée que vous êtes en capacité de démontrer, en fait, par rapport au traitement existant. Et là, c'est un peu ce qu'on essayait d'expliquer juste avant. Cette partie de démonstration de valeur ajoutée, elle est compliquée, en fait, aujourd'hui. Et peu de médicaments, et c'est un peu ce que tu as dit juste avant au niveau de la table ronde, arrive à démontrer cette valeur ajoutée parce qu'on a vu, on a cette absence en fait d'homogénéité en fait sur un certain nombre de groupes. Nous, on croit bien évidemment à la psychiatrie de précision. On souhaite aujourd'hui avoir un développement des biomarqueurs et des marqueurs digitaux en fait aujourd'hui pour être en capacité de plutôt définir en fait des clusters dans lesquels on aura la capacité de travailler sur une cible thérapeutique spécifique et justement pouvoir démontrer cette valeur ajoutée. C'est ce qui a été fait en oncologie, c'est ce qui a été fait dans plein de domaines en fait aujourd'hui. On sait que ça marche et c'est comme ça en fait que du coup
le régulateur payeur, il est OK pour effectivement financer et accompagner dans le cadre de la collectivité ce type. On a cette problématique-là en fait aujourd'hui. Vous le savez, la plupart des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché, malheureusement, ils sont sur des ASMR 5. Et une ASMR 5 en fait aujourd'hui, une ASMR 1, 2, 3, c'est très innovant. 4, c'est l'inverse, hein. Plus c'est élevé, moins c'est bon. N'a pas démontré en fait de valeur ajoutée et doit générer des économies en fait dans le système. Donc on est vraiment sur un aspect là médico-éco qui doit effectivement être revisité. Ça c'est un premier point. Deuxième point. Je voulais parler du financement parce que du coup, je voulais rebondir sur votre point Virginie. Par rapport. Très court. Aujourd'hui, on a une problématique d'équité, d'accès sur le territoire en termes de financement, puisque les financements ne sont pas les mêmes selon la typologie de l'établissement. Et ça, c'est vraiment un appel aujourd'hui qu'on a depuis de nombreuses années. C'est que les financements, les hôpitaux en fait dits MCO, médecins, médecine, chirurgie obstétrique, sont financés en fait aujourd'hui et bénéficient de ce qu'on appelle la liste en sus. C'est un financement dérogatoire en fait pour les médicaments dits onéreux. Ça existe depuis 2004 et ça touche en fait tous les médicaments, que ce soit somatiques ou psychiatriques. Dans les soins de suicide et réadaptation aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une liste de médicaments onéreux qui permet également ce financement dérogatoire. Dans les établissements publics de santé mentale, il n'y a pas aujourd'hui de financement dérogatoire pour accueillir l'innovation, qu'elle soit thérapeutique, technologique ou numérique. Et ça, c'est un vrai sujet parce que du coup, il y a une action qui est menée de façon très différente en fait d'un établissement à l'autre. Et comme vous le savez bien mieux que moi aujourd'hui, la psychiatrie étant sectorisée, le patient ne choisit pas en fait son lieu d'hospitalisation et en fonction en fait de son lieu d'habitation, il va ou pas être hospitalisé. Donc, perte de chance. Et une perte de chance effectivement aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment un sujet. Il y a eu une réforme du financement de la psychiatrie effectivement dans la LFSS 2020 qui a eu lieu en 2022. Qui avait pour objectif en fait d'harmoniser la psychiatrie publique et le financement public et privé, de partir effectivement d'une problématique de population. Et ça, c'était très bien, mais elle n'adresse pas cette problématique aujourd'hui qui est majeure et qui ne permet pas effectivement aux industriels de pouvoir se trouver en fait aujourd'hui la possibilité de trouver un financement pour les patients, que ce soit pour la psychiatrie ou que ce soit pour le somatique. C'est une vraie problématique et une vraie perte de chance pour les patients. Monsieur, la dernière question sera pour vous, donc il faut qu'elle soit très courte parce que je suis déjà en retard. Merci de me donner la parole. Pour revenir sur ce qui a été dit sur le rétablissement, d'abord une toute petite précision sur le programme BREF. Il n'est pas forcément lié à la pérédance, mais il s'adresse à tous les aidants. En ce qui concerne le lien qui a été fait entre le rétablissement et la pérédance, je pense qu'il ne faut pas se limiter à ce raccourci quelque part. Le rétablissement, il doit concerner l'ensemble des personnes touchées par la souffrance psychique, alors qu'il va être compliqué d'entraîner ce même ensemble vers un devenir de pérédance. Aujourd'hui, la pérédance, elle concerne un échantillon de patients très restreint, tant dans leur qualité intellectuelle que dans leur pathologie, que dans la volonté d'être pérédant. Et donc ma question, c'est comment on fait pour entraîner davantage la dynamique de rétablissement sans forcément vouloir faire de tous les patients des pérédants. Laurent, je pense que c'est pour vous et vous avez 15 secondes. C'est un peu dans le limite de mon champ de compétences par rapport à ça. D'abord, je vous remercie pour ces précisions et mes propos étaient illustratifs de nombreuses mesures. Après, effectivement, ce qu'on peut voir aussi, je vais rebondir plutôt de ce type-là, c'est qu'on a effectivement dans les articles 51, effectivement de nombreux articles 51, et notamment ceux qui concernent la psychiatrie et la santé mentale, l'inclusion de l'aidance dans la prise en charge. Dans les projets qui sont portés, ils sont souvent inclus. Voilà, donc c'est une des modalités aussi d'innovation. Alors elle existe aussi dans les établissements, elle existe aussi bien sûr hors des établissements, et elle existe aussi dans la prise en charge du parcours, dans ces expérimentations qui sont en cours en matière de psychiatrie. Il y en a une douzaine actuellement en France qui sont menées sur le sujet. Monsieur, vous aurez compris que l'année prochaine, on va revenir sur la pérédance. Ça veut donc dire que je vous donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine et on pourra compléter un peu plus loin. Dans l'attendant, je vous prie d'applaudir, de remercier nos intervenants.